Bonsoir tout le monde, ça fait déjà 1 an que je fais des lives sur la chaîne Twitch de Crypto Future. Alors je pense qu'avec le temps vous savez un petit peu qui je suis, mais au cas où, je suis AZK et moi de mon côté je fais des vidéos sur la DeFi, j'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. Et depuis 1 an du coup je fais des lives sur la chaîne Twitch de Mathéo. Donc déjà je tiens à remercier Mathéo de me laisser la chance un petit peu de faire ses lives sur sa chaîne, merci beaucoup. Et ce soir du coup comme prévu, on va faire une petite rétrospective, on va revenir sur tous les lives que j'ai fait sur cette chaîne Twitch. Mais avant, une fois n'est pas coutume, j'ai quelques petites news qui se sont passées dans la semaine, donc on va aller voir ça et on va faire très vite. Donc pour l'instant, on a un membre du Congrès qui dépose un projet de loi visant du coup à restructurer la SEC et en gros à tout simplement licencier Gary Gensler. En fait, pour simplifier la SEC, comment ça fonctionne, on a Gary Gensler à la tête de la SEC et en dessous, on a, je sais plus comment ça s'appelle, mais on a des sbires en dessous en fait qui vont prendre des décisions, etc. Mais Gary Gensler, c'est lui le boss, c'est lui qui met le veto sur toutes les décisions que prend la SEC. Et justement, est-ce que vous connaissez une personne qui est le gendarme de la bourse dans un autre pays? Genre, c'est qui le gendarme de la bourse? Enfin, en tout cas, l'équivalent du Gary Gensler anglais, français, allemand ou dans d'autres pays, etc. Je pense que vous en connaissez pas. Et il y a un souci, en fait, je trouve aussi, avec ce poste qu'occupe Gary Gensler. Enfin, il a une place un petit peu trop présente. Je saurais pas trop comment expliciter plus que ça, mais voilà, je trouve quand même que c'est beaucoup de responsabilités sur une seule personne. Bon, après, ça étonne pas grand monde hein, que la finance traditionnelle soit assez centralisée, mais quand même. Quand on a l'approche de la DeFi, des cryptos, etc., c'est pas ouf le fonctionnement un petit peu de la SEC. Voilà, c'est une sorte de culte de la personnalité. Merci à la Kazoo. C'est à peu près le terme que je cherchais. Mais du coup, pas sûr que ce projet de loi passe. En tout cas, je serais plutôt content que ça passe. Le marché a pas l'air d'avoir trop réagi par rapport à ça. Hein. On est toujours plutôt stable autour de 26 000 $ pour Bitcoin et 1750 pour Ethereum. Vous le voyez en haut de l'écran. Pour ce qui est des alts, on a pris cher cette semaine. Il y a plein d'alts qui ont fait des moins 20, des moins 30, des moins 15% de partout. Il y en a qui ont bien rebondi. Il y en a qui n'ont pas rebondi. C'est comme ça. Pendant quelques semaines, à mon avis, on va avoir une situation un petit peu tendue pour les alts. Mais je pense que d'ici quelques mois, ce sera probablement derrière nous et qu'on pensera à autre chose d'ici là. Alors, je dis pas que dans quelques mois, on sera tous en lambeaux, etc. Mais à mon avis, ça aura pas beaucoup bougé d'ici là, quoi. Je m'attends pas à une catastrophe comme on a eu en 2022 où on va faire que descendre et aller jusqu'à 15 000 sur Bitcoin et encore plus bas sur les alts. Après, ça c'est que mon avis. Petit tweet sympathique de Splinteron, c'est un compte anglophone que je suis qui est pas très connu mais qui est hyper intéressant et met des choses assez intéressantes. Et là, il a juste fait une infographie pour tout simplement résumer plein d'outils qui sont très utiles sur la DeFi. Moi, j'utilise pas tout, hein, honnêtement, mais dans le lot, il y en a quand même pas mal de très intéressants, notamment DeFi Lama. En plus, ça tombe bien qu'il y ait DeFi Lama parce que, attendez, on va aller vite fait sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo sur DeFi Lama, qu'on peut clairement considérer comme un Wikipédia de la DeFi, c'est très intéressant, mais c'est pas le seul outil que je vous conseille dans sa liste. Il y a D-Bank, Nonsense, c'est pas si ouf que ça, Bubble Map, c'est pas mal, Dune, c'est excellent, Token Terminal, The Daily Degen, ça c'est sympa pour avoir des news. Ensuite, c'est pas mal d'outils qui sont utilisés dans des cas très précis. Donc là, il y a des outils autour des NFT, vous avez des outils autour du trading, autour de Twitter, etc. Donc je vous laisse regarder la liste, mais franchement, s'il y a une catégorie qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller en prendre 2-3 là-dedans. Moi, sinon, petite news par rapport à l'USDC, c'est ultra chiant ce qui se passe sur Arbitrum. Circle lance l'USDC sur Arbitrum. Alors, on avait déjà l'USDC sur Arbitrum, mais c'était un USDC bridgé depuis Ethereum. Là, ce sera un vrai USDC entre guillemets qu'on va avoir sur Arbitrum et qu'on a déjà d'ailleurs, hein. Il est déjà live. Ça veut dire que cet USDC, on peut le donner à Circle et en échange, ils vont nous donner $1. Quand je dis on, c'est plutôt des institutionnels qui vont pouvoir faire ça, mais vous avez compris l'idée. Là, c'est des vrais USDC qu'on va pouvoir donner à Circle, alors que les anciens, on peut pas. Si on leur donne ça, ils vont dire, non, nous, les vrais USDC, ils étaient sur tel et tel réseau, pas sur Arbitrum. Maintenant, c'est le cas. Et du coup, comme c'est le cas, comme il y a un nouvel USDC, c'est un petit peu le bordel. Il y a des protocoles qui gardent l'ancien USDC, t'as des protocoles qui prennent le nouvel USDC. À mon avis, ça va faire un petit peu comme sur Avalanche, et je vais vous montrer ça sur AAV. Non, pas AAV, parce que eux, ils ont qu'une version des stablecoins sur chaque version. On va aller sur Banky à la place, parce que vous allez tout de suite comprendre en fait ce que c'est le souci sur cette blockchain. C'est qu'on a plusieurs versions de certaines cryptos. On a 2 USDC, on a 2 USDT, on a 2 Bitcoin. C'est un petit peu chiant, mais à mon avis, c'est ce qui risque d'arriver sur Arbitrum. Alors, à moins que tout le monde migre vers le nouvel USDC, je pense qu'on aura un petit peu un cas de figure à la
Avalanche avec deux versions des stablecoins et une qui petit à petit avec le temps va perdre en fait en quantité. Donc l'ancienne version, la nouvelle version ça va devenir c'est l'officiel et qu'elle va prendre de plus en plus de place. En tout cas faites attention si vous avez des USDC sur Arbitrum ou si vous êtes sur des pools de liquidité etc. Mettez-vous bien à jour si jamais le protocole a changé de version d'USDC pour évidemment échanger vos USDC contre les nouveaux USDC au meilleur prix. Petit screen assez rigolo, c'est quelqu'un qui avait pris une image en mars 2020. J'ai envie de m'attarder vite fait sur ce screen parce que on peut voir le prix de plusieurs cryptos. Alors Bitcoin était à 4000 $, aujourd'hui on peut le voir sur l'overlay en haut, Bitcoin est à 26 000, se porte plutôt bien. Le BAT, Basic Attention Token, il en est où? Il était à 8 centimes et des poussières sur le screen, maintenant il est autour de 17 centimes, s'en sort plutôt bien. Le VET de VeChain, c'est une crypto qui a très bien performé sur le dernier bull run, donc je m'en fais pas trop pour lui. Vous voyez, il est passé de 0,1 centime à plus de 1 centime, il a fait un petit x10 à peu près, c'est pas dégueu. Par contre là ça commence à se corser. On a le Tezos 1 $, aujourd'hui Tezos 73 centimes. Bon, Cocorico Tezos, pas terrible hein. Et le pire, c'est EOS. Sur le screen, il était à 1,50 $ à peu près, et là il est à 67 centimes. Ce qui est rigolo en fait, c'est de se dire que là on était quand même sur un prix extrêmement bas sur Bitcoin, ETH et la plupart des cryptos, parce qu'on était en mars 2020, c'était le crash Covid. Donc se dire qu'aujourd'hui il y a des alts qui sont en dessous de leur prix du crash Covid, c'est chaud. Forcément là on a pris cher sur le marché, sans grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu le mois dernier? C'était la shitcoin season, on a vu plein de choses qui ont été listées sur des plateformes centralisées, on a eu cette insanité sur le réseau Ethereum, sur Poloniex ils l'ont appelé Harry, mais de base en fait son ticker sur la blockchain c'est Bitcoin, B-I-T-C-O-I-N, Bitcoin en lettres capitales. Du coup en fait c'est un peu le seul argument qu'il y a derrière cette crypto, c'est d'acheter un Bitcoin plus. Bref c'est ridicule, c'est qu'une blague. On a le gay Inu LGBTQ, enfin à partir du moment où là on mélange sexualité et crypto, on arrive un petit peu loin, hein, on va un peu trop loin. Malheureusement cette shitcoin season nous aura encore montré un top local de marché, hein, comme d'habitude. Voilà, là je fais que paraphraser le tweet de Good Value, mais c'est toujours un bon indicateur de voir ce qui se passe autour des shitcoins. On a Rabi Wallet qui nous met au courant d'un hack qu'il y a eu sur Atlantis. Donc je vous dis de faire attention quand vous approuvez des cryptos sur la DeFi. Et là justement, si jamais vous avez interagi avec Atlantis, allez directement révoquer vos smart contracts. Si vous avez le wallet Rabi, ce sera mis en tout premier dans les approbations. Vous allez pouvoir retirer ça très facilement. Et si vous avez jamais interagi avec Atlantis, vous n'avez pas à vous en faire. J'ai beau être un YouTuber DeFi, vous parlez de DeFi, etc. On n'oublie pas qu'il y a des risques sur cet écosystème. Des hacks, je vous en passe chaque semaine. Tant qu'on reste sur des projets assez solides qui sont là depuis des années, on a moins de soucis à se faire. Parce que c'est le plus gros indicateur de la DeFi, pas le plus gros indicateur, si on va dire, le meilleur indicateur de santé d'un protocole sur la DeFi, c'est l'ancienneté. Plus il est ancien et plus il a pu être mis à l'épreuve, etc. Et du coup, moins on peut espérer qu'il y ait un hack dessus, même s'il n'y a jamais de risque zéro. C'est parfait. Sur ce, on va pouvoir passer au gros sujet de ce live. C'est justement tous les lives que j'ai fait sur la chaîne Twitch de Crypto Futur. Alors, il y en a une petite cinquantaine. Si ça vous intéresse, vous avez la playlist sur la chaîne de rediffusion. N'hésitez pas à aller voir un des lives qui vous intéresse. S'il y a un sujet qui vous parle précisément, j'ai couvert tellement de sujets sur la DeFi. Si c'est un écosystème qui vous intéresse, il y a peut-être quelque chose qui peut vous tenter là-dedans. Nous, on va passer vite fait sur la plupart de ces lives. On va commencer tout premier live que j'ai fait sur la chaîne de Crypto Futur. Et au début d'ailleurs, on était moins que ça sur la chaîne. Alors Alan, il est plus là. Maintenant, il fait ses lives sur sa chaîne YouTube. Alex, il a plus fait de live depuis je sais pas combien de temps. Théo, il en fait plus souvent non plus. En fait, là sur nous 4, il y a quasiment que moi qui en fait souvent. D'un côté, moi j'aime bien faire les lives, donc je continue à les faire. Ça me fait bizarre d'être aussi présent sur la chaîne. J'ai l'impression que c'est presque une chaîne secondaire à force. Avec le temps, évidemment, il y a d'autres gens qui ont rejoint. Il y a Alexis et Carlita. D'ailleurs, Carlita, elle a pas fait de live depuis un moment. Je sais pas si elle compte reprendre, mais voilà, du soutien si jamais elle revient sur les lives. En tout cas, vous allez voir aussi le nombre de viewers. Alors là, c'était au début du live. À chaque fois que j'en fais live, il y a toujours le compteur Twitch qui met peu de viewers. Vous allez voir les chiffres. On sent qu'aujourd'hui, là, ceux qui regardent maintenant tout de suite la rediffusion, un an spécial, un an de live, il y a beaucoup moins de viewers. On sent qu'on est en bear market. Hein. Et d'ailleurs, je note que Bitcoin était à quasiment 30 000 $ et Ethereum était quasiment au même prix. C'est marrant.
on avait 100 viewers. Alors, on était en juin 2022. C'était quand même déjà... On était déjà rentré dans le bear market, etc. On avait vécu le crash de Luna. Et je crois que le crash de Celsius nous était déjà passé dessus aussi début juin. Donc, on avait déjà vécu des choses un petit peu sur le marché crypto. Et pourtant, il y avait encore un peu de monde. Là, je sens vraiment que les survivants sont... Qu'il reste que les survivants. Que les gens qui étaient là juste pour le profit ou quoi, ils sont partis. Et d'ailleurs, quel arrêt sur image, quel joli sourire. Bref, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire par rapport à ce live. Je vous avais juste fait vraiment un tour d'horizon de la DeFi très rapide sans trop rentrer dans les détails. Mais vous savez, si vous avez regardé un peu de temps en temps les lives. Ensuite, j'ai fait plein d'autres sujets plus ou moins compliqués, plus ou moins, en rentrant plus ou moins dans les détails. Et du coup, le deuxième sujet que j'avais fait, c'est un sujet qui est pas sur la DeFi. C'est un sujet qui était sur la finance centralisée. J'avais parlé des doubles investissements. Et je me suis noté aussi que là, c'était le crash de Celsius. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Même si, si vous êtes bien exposé au marché, je pense que j'ai déjà ma réponse en ce moment. Je voulais comparer du coup un petit peu la gueule du top crypto par rapport à aujourd'hui. Je vais me mettre dans mon deuxième écran pour comparer en direct. On avait Cardano par exemple à autour de 50 centimes. Il en est où? Ouf! Il est à 27 centimes maintenant, quasiment divisé par deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le BNB. On a le BNB qui est un petit peu au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a bougé? Le Solana, divisé par deux aussi. XRP. XRP, c'est un truc de fou. Il est à 21 centimes au-dessus. Il est à 70% au-dessus. C'est dingue. Polkadot, pareil, il est à 4,60. Il était à 7,30 $. Dogecoin, il est quasiment au même prix. Il est même un peu plus haut maintenant. Alors, pour les gens qui sont fans de Cardano, de Solana, ça vous fait quoi de voir que Dogecoin a fait une meilleure perf depuis un an? Polygon n'était même pas dans le top 20 il y a un an. Je me souvenais même plus de ça. On avait un Bitcoin à 22 400, aujourd'hui il est à 26 000. On était tombé assez bas. Là, on est bien remonté sur Ethereum. Le constat est simple, ça a bien changé depuis un an. D'ailleurs, on avait le Lido Stake Ether aussi, qui était même pas peg. Il était en dessous de la valeur d'un Ether. Aujourd'hui, il est très proche d'un Ethereum. D'ailleurs, le staking d'Ethereum, c'est terminé. On n'a plus nos Ethers qui sont bloqués. On peut les retirer à tout moment. Il s'est passé tellement de choses depuis. Avalanche, pareil, il a baissé en valeur. Shiba, il a baissé aussi. Et allez, un petit dernier, c'est OKB qui est à 11 $. Et là, il a 40. Il a très très bien performé, lui, pendant ce bear market. Il y a 5 ans, il était encore dans le top 10. D'ailleurs, aujourd'hui, il vaut moins cher qu'avant le début du bull run 2020-2021. Et ça, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, c'est pas chaud, ça brûle. C'est vraiment chaud, genre, c'est la merde. Je critique pas Dash ou quoi que ce soit, mais c'est quand même pas un bon signe. Globalement, pour moi... ça c'est marrant parce que ça fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller comparer le prix des alts par rapport à leur crash Covid, etc. Là, je pense que Dash, ça doit être une catastrophe. Déjà, il y a un an, il était en dessous de son prix avant le bull run. Ça veut dire que toute la performance qu'il a fait pendant le bull run a été effacée. Même pire que ça, il est à 29 $ aujourd'hui. Je crois qu'il est limite à diviser par deux depuis avant le bull run. C'est chaud quand même. C'est chaud, plus personne n'a confiance en cette altcoin. Et d'ailleurs, il a été expulsé du top 100 maintenant. Pas le faire. All-in, NDR, DCA King. Et si on ne touche jamais les 18K? C'est un truc que je vois assez souvent. Je me dis que, attention, je veux pas call de bottom ou quoi que ce soit. Mais quelque chose qu'on peut se dire, c'est que forcément, quand on aura un bottom sur le Bitcoin, sur la crypto, tout le monde va se dire à ce moment-là, j'achète pas maintenant, j'attends que ça baisse. Et tout le monde va... Alors, spoiler, le bottom, il était vers 15-16 000 $. Et quand on était à ce moment-là, tout le monde disait que ça peut aller encore plus bas, qu'après FTX, il y aurait d'autres dominos, etc. Donc, c'est un petit peu une banalité, mais n'empêche, c'était vrai. Oh, ça, c'était la panique. Alors, j'avais fait un live où je parlais un petit peu des bridges, d'où le nom du live, comment passer d'une blockchain à une autre. J'avais été raid par Asher. Je sais pas si c'était le record de viewers sur la chaîne de Crypto Future en 2022. En tout cas, moi, c'était mon record. Ça m'avait fait bizarre. Pendant un moment, il y avait 800 personnes sur le live. Les gens sont vite partis, sont pas restés, mais c'était quand même impressionnant. C'était quelque chose. Du coup, ça m'avait un petit peu coupé dans mon élan quand je parlais des bridges. Je sais pas si j'avais parlé des agrégateurs de bridge à ce moment-là ou pas encore. Je crois pas. 5e live, j'avais parlé d'un indicateur sous-coté. J'avais fait plusieurs lives où je vous parlais de dominance. Ça fait un moment que j'ai pas trop été voir ça. Je m'intéresse pas à la dominance d'un projet en particulier. Je m'intéresse à la dominance
en général, de voir comment les cryptos sont répartis au fil des cycles. S'il y a beaucoup sur des shitcoins, s'il y a beaucoup sur des stablecoins, etc., etc. Bon, même si sur les anciens cycles, les stablecoins n'existaient pas vraiment. Mais maintenant, ils prennent une grosse place sur les cryptos. C'est ce qui me fait dire aussi que Bitcoin, vous savez, Bitcoin, la dominance du BTC, en ce moment, elle fait que monter parce que les gens perdent pas mal confiance envers les alts et du coup, se réfugient un petit peu vers Bitcoin. Et du coup, Bitcoin, quand on regarde la place qu'il prend par rapport au marché crypto, il prend une place de plus en plus grande. À mon avis, il y a une sorte de plafond de verre qui est en train de s'installer à cause des stablecoins qui prennent eux aussi une place de plus en plus grande. Parce que les gens, ils ont le choix maintenant. Ils peuvent se réfugier en Bitcoin, mais aussi en stablecoin. Et je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit, mais en fait, s'il n'y avait pas tous ces stablecoins, clairement, en BTC, je pense qu'il ne serait pas au même prix aujourd'hui. Avec DeCi, on refait le monde, etc. Mais j'aime bien ce genre d'exercice de pensée et tout, de voir un petit peu sous un autre prisme. Alors, déjà, il y a un truc qu'on peut noter. Arbitrum, il était même pas dans le top 7. Des projets sur Arbitrum, c'est pas ce qui manquait, on en a parlé. Sinon, pour ce qui est de la DeFi, ça a pas l'air d'avoir plus bougé que ça. Ça vaut un peu moins aujourd'hui. Je crois qu'on est plus vers 40 milliards, 45 milliards sur l'ensemble de la DeFi. On a Ethereum. Ah ouais, non, Ethereum, en fait, ça a bien bougé. Ça a bien bougé. Ethereum, c'était 46,77 milliards. Et maintenant, c'est plus que 25 milliards. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y ait des cryptos pas stables dans cet écosystème qui ont perdu en valeur depuis. Dans ce live, je me souviens, j'avais parlé d'un risque qu'il pouvait y avoir sur Bitcoin à long terme, c'est à cause du halving. À cause du halving, tous les 4 ans, il y a 2 fois moins de Bitcoin en récompense qui sont donnés aux mineurs. Bon, pour l'instant, de ce point de vue-là, on peut se dire c'est super, ça veut dire que le Bitcoin va être désinflationniste, il y aura une inflation de plus en plus faible qui va tendre jusqu'à 0 en 2140, mais d'ici là, les block rewards, donc les rewards qui vont être donnés sur le réseau Bitcoin, ils vont bien baisser avant d'arriver à 0 et ils vont être limite insignifiants à un moment. Est-ce que les frais vont prendre le relais? Est-ce que la technologie aura évolué et ce sera limite gratuit de miner du Bitcoin? Je sais pas, mais du coup, si c'est plus rentable pour les mineurs de brancher des cartes graphiques et de miner du Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Les mineurs vont arrêter de sécuriser le réseau, donc si les gens ne sécurisent plus le réseau, une attaque va être facile sur le réseau, etc. etc. Enfin, c'était tout un exercice de pensée, mais à côté de ça, on peut aussi donner des contre-arguments. Il y a la technologie qui va évoluer, il y a l'adoption de masse qui pourrait arriver, qui pourrait du coup générer plein de frais sur Bitcoin, etc. Mais d'un côté, si on veut utiliser Bitcoin au quotidien et que les frais, c'est 100 balles pour passer une transaction, qui est-ce que ça va intéresser? Tout ça, c'est des questions qui sont très compliquées, il n'y a que le temps qui nous donnera des réponses. Je crois que j'avais montré la répartition de mon portefeuille sur Twitter. Alors, cette répartition, faut qu'on en parle. Alors, j'avais un petit peu de FTT à ce moment-là, j'avais du HUSD. Alors, le FTT, bon, je me suis assis dessus depuis, c'est pas très grave, c'était une petite partie de mon portefeuille, je m'en suis remis, je dors bien. Le HUSD, par contre, vous voyez, j'avais 5% de mon portefeuille dessus, mais c'est un stablecoin qui a complètement dépeg. Aujourd'hui, je crois il a même pas 20 centimes, je sais même pas combien il est. Ah ouais, il a 5 centimes maintenant aujourd'hui. On l'a vu venir quand même, on a eu un petit peu le temps, il y a eu quelques jours, voire même quelques semaines pour sortir de ce dépeg. J'en avais profité, j'ai même réussi à faire de l'arbitrage sur le HUSD, donc j'étais exposé, mais c'est ça aussi, quand on est investi sur la crypto, sur la DeFi, il faut savoir quand même être flexible de temps en temps, parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait un projet qui pète, que tout se passe mal et que le truc aille à 0. En réalité, j'ai l'impression que les projets ont du mal quand même à aller à 0. Le FTX, certes, il vaut plus grand chose maintenant, mais il vaut encore 80 centimes, il vaut pas 0, il n'a pas été divisé par l'infini non plus. HUSD, il vaut encore 5 centimes, enfin, il y a plein de cas aussi de stablecoins qui perdent leur peg, qui perdent leur 1$, mais qui ont encore une valeur et qui sont encore échangés. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le top 10 des stablecoins, on a encore l'UST. Ah non, il est pas loin. Il est top 13. Autant pour moi. Il est top 13. Mais c'est quand même pas mal. Il vaut 100 millions de dollars. Je suis à peu près sûr que vous, là, qui regardez cette vidéo, vous avez probablement investi sur un alt qui a une plus petite market cap. Ça a commencé déjà à baisser à ce moment-là, mais franchement, ça a continué de pas s'améliorer, je trouve, avec le temps. Quoique, il y a eu des moments où c'est remonté, où c'est redescendu. Forcément, en novembre 2022, il y a eu un gros regain d'intérêt parce qu'il y avait eu le crash de FTX et tout le monde était paniqué, tout le monde allait voir ce qui se passait, etc. Je trouve que c'est un des pires moments pour consulter du contenu crypto à ce moment-là, parce que moi y compris, forcément, c'est mon métier, donc je vais vous en parler quand il se passe un truc, mais on va avoir tendance à moins regarder nos sources, etc., à relayer des informations comme ça. Du coup, c'est pas le meilleur moment pour s'informer, malheureusement, mais c'est là qu'il y a du monde, c'est assez évident. J'avais reparlé de double investissement a priori dans ce live, parler de DeFi, comment savoir si un protocole est fiable. Après, je vous ai fait un live évidemment
évidemment pour vous montrer le petit carnet magique, carnet dans lequel j'ai noté justement mes petits timecodes, mes petites remarques par rapport au live. J'utilise plus spécialement ce carnet, hein, il commence à être rempli en plus. Ensuite, on avait fait un live hack dans la DeFi. J'avais parlé de Radiant pour la première fois à ce moment-là, 2 sites intéressants pour la DeFi, et j'avais parlé de Radiant. Radiant qui est un des projets DeFi qui a le mieux performé de ce bear market et qui continue encore. Donc pas peu fier de vous en avoir parlé il y a très longtemps, c'était il y a 10 mois. Hein. La date, je vous en ai parlé le 3 août 2022. Hein. Depuis, ils ont été listés sur Binance, etc. Donc en fait, c'est pas le seul truc. Bon, je suis pas non plus, je veux pas avoir l'air d'un gourou ou quoi que ce soit, vous dire tout ce que je touche, ça devient de l'or. Hein. Je vous ai présenté aussi des trucs à la con, hein. Bon, BXH typiquement, mais ça, je vous ai dit dès le début que c'était de la merde. Mais ouais, je suis pas peu fier. Les frais sur Ethereum, vous voyez, on était à 16 GWay. Donc typiquement, ça veut dire que les frais étaient franchement, Ethereum est utilisable hein, quand les frais sont aussi bas que ça, à 16 GWay. Ça veut dire que vous n'allez pas payer 50 balles pour une transaction. Vous allez payer entre 1 et 10 dollars. Ça va dépendre de la complexité de la transaction, ce qui vraiment est OK pour Ethereum. Hein. J'ai déjà payé des transactions à plus de 1 dollar en dehors d'Ethereum. Hein. Donc je sais ce que c'est. Là, actuellement, en fait, je suis sûr, je vais voir le gas tracker. On est à 15, 16, 17. En fait, ça n'a pas changé. Et ça, c'est un très bon indicateur de l'euphorie ambiante sur le marché. Plus on va avoir un GWay élevé et plus ça veut dire qu'il y a de l'euphorie sur le marché. Généralement, quand il y a de l'euphorie, c'est plutôt les moments où il va falloir sortir, etc. Alors bon, c'est mignon dit comme ça, évidemment, hein, mais c'est pas parce que je le vois que c'est bas, etc., que je vais rentrer à fond et que quand ce sera haut, je vais le voir et que je vais sortir à tout prix. Bah là, pareil, hein, on voit que BXH, il continue à distribuer des 40% d'intérêt par-ci, par-là. Ça pouvait pas durer. Et je vous spoil, hein, mais ça a pas duré, ça s'est arrêté à un moment. Mais bon, si vous avez suivi les lives en 2022, vous le savez. Hein. Ah, par contre, 17 minutes 42, là, on a un petit truc intéressant. On va s'arrêter dessus. J'avais fait un call intéressant. Attendez, je vous mets un petit peu dans le contexte. Je vous avais fait un sondage pour vous demander à combien Bitcoin fera un nouvel ATH au prochain cycle. Pour moi, si on fait un nouvel ATH sur BTC, 100% c'est en dessous de 100K. Voilà, je suis toujours d'avis de ce scénario. Si on a un nouveau marché haussier 2024-2025, si on fait un ATH, on sera en dessous de 100K selon moi. Dans le cas le plus optimiste, on ira fricoter un petit peu au-dessus, mais vraiment pendant pas longtemps, l'espace d'un mois maximum. Et encore, hein, si c'est moins, c'est encore mieux. 18-20, a priori, j'explique pourquoi j'ai fait ce call. Bah attendez, on va laisser l'extrait. Néanmoins, je pense que maintenant, avec toutes les grosses mains qu'il y a dans le monde de la crypto et tout, Bitcoin est quand même de moins en moins volatile, et plus il va haut aussi, et plus vous vous rendez pas compte, les débutants surtout se rendent pas compte qu'il n'y a pas que le prix qui compte, il y a aussi la market cap. Hein. Là, si Bitcoin atteint 100 000 $, il faut qu'il monte à 2000 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup de thunes. Si les régulateurs ils sont pas sympas avec les cryptos, ça va prendre plus de temps que prévu, hein. Voilà, c'était juste pour vous laisser un petit peu mon point de vue, mon explication par rapport à ce call, entre guillemets, même si, évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais ouais, c'est pour ça que j'envisageais un Bitcoin qui atteindrait pas les 100 000 $. C'est tout simple, hein, mais le marché devient de plus en plus mature, de plus en plus capitalisé. Donc, à part si on a des gros catalyseurs qui nous font dire que ça y est, il y a des gouvernements qui investissent en masse là-dessus, peut-être qu'on pourra aller plus haut, mais je sais pas, j'ai du mal à l'envisager. Après, on verra, hein. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'important quand on investit en général, hein, c'est pas propre qu'aux crypto et à la DeFi, je pense, c'est d'être flexible quand même sur ses investissements et de se dire que oui, il peut se passer un truc grave, qu'un projet peut changer du jour au lendemain. Et là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste investi? Est-ce qu'on change de cheval? C'est vous qui voyez. Je vous avais donné le prochain thème du bull run. Spoiler, hein, j'avais pas parlé d'intelligence artificielle. Hein. Ah, j'avais parlé d'interopérabilité. C'est vrai que ça reste toujours un thème qui est très intéressant. Ouf, d'ailleurs, j'avais parlé de multi-chain. Alors, il y avait des bonnes news à ce moment-là. Hein. Mais ouais, là, c'est clair que ça a mal vieilli, ce genre de news. Hein. Ensuite, on avait parlé évidemment du token d'Optimism. C'était bien après l'airdrop, ça, ouais, on est en septembre. L'airdrop d'Optimism, c'était en juin. Par contre, il y a eu un deuxième airdrop sur Optimism. Du coup, si vous avez interagi suite à ma vidéo ou quoi, vous étiez éligible à un petit airdrop. C'était pas un gros airdrop, le deuxième qu'il y a eu sur Optimism, mais c'était quand même quelque chose à prendre. Et en plus de ça, à ce moment-là, au moment de ma vidéo, on pouvait en farmer partout du token OP. Alors, au moment de ma vidéo aussi, il était à 1,12 $. Aujourd'hui, il a pas dû bouger beaucoup, mais entre deux, il est monté à plus de 3 $, je crois. Hein. Il y avait une petite pépite, une petite anecdote
anecdote, c'était mon passage à déchiffrer des lettres. J'avais perdu, j'avais perdu. Et il y avait Laurent Roméchaud qui me disait, alors vous avez une chaîne où vous parlez de Bitcoin? Oh, c'était le malaise. Là, on parlait de The Merge, c'était avant que ça arrive. Est-ce que ça va pump? Est-ce que ça va dump? Alors, en fait, ce qui s'est passé, je vous spoil, ça a pump avant The Merge, et quand The Merge est passé, ça a dump. Ça a même dump un petit peu avant. En fait, ça a été anticipé. Et à côté de tout ça, on avait des projets type Raven, type Ethereum classique qui avaient pump, mais c'est normal parce que les mineurs qui étaient sur Ethereum, ils allaient passer sur ce genre de blockchain, et du coup, il y a eu une anticipation du marché pour ces blockchains, tout ça. Donc, je vous avais montré des stratégies qu'on pouvait tenter sur la DeFi pour tenter des airdrops. Enfin, pas des airdrops, mais quand il y a eu la mise à jour d'Ethereum 2.0, on a eu un hard fork. On a eu un fameux Ethereum Proof of Work, que d'ailleurs, j'ai été voir il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, et c'est mort cette blockchain. Il n'y a rien sur Ethereum Proof of Work, c'est dead de chez dead. Mais du coup, il y a des gens qui ont tenté de récupérer des Ethereum Proof of Work, et c'était n'importe quoi sur la DeFi à ce moment-là. L'Ethereum, il était emprunté de partout. Quand on allait déposer des Ethers sur Vénus, on avait 60% d'intérêt dessus. Sur AAV, c'était pareil, c'était emprunté à 100% quasiment. Donc vous voyez, on avait 14% d'intérêt ici. Ensuite, on avait parlé de quoi? Ah, le fameux DCA sur BTC. Ma petite stratégie de DCA, dont je vous ai reparlé plusieurs fois et que je continue d'exécuter. Sauf que maintenant, je le fais plus tous les jours parce que c'est relou. Je le fais une fois par mois à peu près, ou 2-3 fois dans le mois grand max. En fait, je regarde combien de journées rouges se sont écoulées et j'applique le même barème. S'il y a eu une journée avec une amplitude de moins d'1%, je vais mettre tant. Si c'est moins de 3%, je vais mettre un peu plus, etc. Voilà, je vous avais donné des exemples de quantité à mettre. Et c'est encore mieux si vous avez un petit budget, parce que mettre 2 balles de stablecoin par jour, c'est un petit peu bête. Autant attendre qu'il se passe 10 jours, 15 jours pour investir, c'est plus optimisé comme ça. Vous pouvez mettre un plus gros billet d'un coup, entre guillemets. Ça limite les frais. Ah, ça, je m'en souviens, c'était vraiment une masterclass. On avait fait des petits quiz en direct. J'ai envie d'en refaire, mais ça demande beaucoup de temps. Vous avez pas idée, pour le deuxième gros quiz que j'ai fait, regardez, la rediff, elle fait 50 minutes. Pour ce live-là, j'avais passé, je crois, je l'avais dit dans la vidéo, un truc comme 8 ou 10 heures à préparer le quiz. Mais sinon, voilà, je vais pas repasser non plus sur le live 16, parce que j'avais aussi fait un quiz. Mais là, c'était plus abouti, c'était plus sympathique. Contrôler mon wallet DeFi. Ah oui, là, j'ai essayé un nouveau concept. Au final, vous n'avez pas plus que ça contrôler mon wallet dans cette vidéo. Mais je m'étais dit, tiens, je vais mettre 500 balles sur un wallet et je vais vous laisser faire des transactions, en fait. Enfin, pas vous laisser faire, genre, je vous donne les clés privées, mais c'est moi qui fais les transactions, mais c'est vous qui me dites dans le chat ce qu'on fait. Et finalement, en fait, dans ce live, je vous ai plus montré, en fait, comment ça se passe quand on interagit avec un protocole, comment on signe une transaction, tout ça. Et dans le live que j'ai fait après, qui a été un peu plus long, là, justement, vous m'avez donné des indications et j'avais été faire les transactions, tout ça sur la DeFi. Je crois que je vous avais fait des petits sondages pendant ce live, c'était vraiment sympa. Mais ensuite, quelques semaines après, on avait fait un live qui était bien plus intéressant, je trouve, et où là, je vous avais donné plein de conseils pour sécuriser au mieux sa seed phrase. Et en exclu, pour ceux qui étaient là sur le live, je vous avais donné quelques conseils en plus. Spécial, Augustin les a pas gardés dans la rediff, c'était que sur ce live là, et je vous les redonnerai pas d'ailleurs ces conseils. C'est vraiment une plus-value pour ceux qui sont venus sur le live. Alors je sais, tout le monde n'a pas le temps d'être là le mardi soir, etc., mais c'est comme ça, j'aime bien donner des petites exclus aux gens sur Twitch, donc sans rancune, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, je m'en souviens, ceux qui étaient restés là, je vous avais donné quelques petits conseils en plus pour sécuriser sa seed phrase, etc. On avait fait un petit live où on était passé vite fait sur des APR indécents sur la DeFi, mais bon, vous me direz, il y en a tout le temps, des APR indécents sur la DeFi, mais là c'était pas mal quand même. Wow, 76% sur du Frax, 31% sur l'USDC. On était essentiellement payé dans le token d'Optimism. Qu'est-ce qu'on avait? Ah ouais, on avait DeForce aussi. En fait, le souci de ce genre de live où je vous montre des stratégies qui sont très intéressantes, c'est qu'il y a de grandes chances que quelques semaines ou quelques mois après, ce soit plus du tout d'actualité. Et dans le pire des cas, quelques jours après. Par contre, toute dernière stratégie que je vous montre, c'était de faire du levier en fait avec le Thunder Token, si je dis pas de bêtises, et d'aller le staker, parce que quand on allait le staker, bon, on avait 100% d'intérêt à l'époque. Maintenant, c'est descendu autour de 50%, qui reste quand même pas mal. Ensuite, là, on était sur la fin d'année. Je vous avais passé pas mal de news sur ce live. Et ensuite, je vous ai montré un petit peu les cryptos que je surveillais. Et là, on va terminer un peu là-dessus, parce que le dernier live de 2023, c'est beaucoup de données, de tableurs, etc. Donc, c'est pas très intéressant. Enfin, pas très intéressant. C'est un peu usant à regarder comme ça si je défile toutes les 10 secondes sur la vidéo. Donc là, on va comparer juste vite fait les alts que je vous avais présentés
présenter qui m'intéressait pour 2023 et voir comment il performe pour l'instant. Alors, bon, c'est pas un altcoin, mais on avait Bitcoin évidemment dans ma liste, 17 000 $, aujourd'hui 26 000, bien. Ethereum, 1200 à l'époque, aujourd'hui 1741, bien. On va pas digresser plus que ça sur les lives de 2022, on en a bien fait le tour. Voilà, je suis quand même content de pouvoir faire cette aventure et tout sur Twitch, etc. Je pense pas que ça va durer indéfiniment, il y a bien un moment, je pense, où malheureusement, je vais raccrocher les lives sur la chaîne de Crypto Future, mais en tout cas, je pense que pour cette année, il n'y a pas de souci, je continuerai d'être présent le mardi. Et du coup, on se retrouve mardi prochain pour terminer un petit peu cette rétrospective. Je vais essayer de plus bosser le truc et d'aller un peu plus vite, de pas passer 10 minutes sur chaque rediff, histoire de faire un live qui est pas trop compact, qui est pas trop long à regarder et qui est plus agréable. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, je vais faire le flemmard et au final, ça va pas être aussi bien que j'espère. Donc, je vous mets pas trop de paillettes dans les yeux. On se retrouve mardi prochain. Salut tout le monde!